Ok, ouais, là, nous pouvons attaquer ça de deux manières. Parce qu'il y a aussi deux richesses. Bien, le monde principalement tourne sur deux choses. Et le premier, c'est l'argent, et le deuxième, c'est le sexe. Et dans les pays développés, eux, parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent, c'est le sexe y est aussi, mais eux, ils ont beaucoup, leur monnaie, c'est beaucoup plus l'argent. Maintenant, dans les pays sous-développés, leur monnaie, c'est beaucoup plus le sexe. Ou c'est beaucoup plus ça. Un peu comme on dit, par exemple, le lit d'un pauvre est très fecond. Ça, c'est aussi une affirmation qu'on utilise, ou bien qu'on se lance comme ça. Et quand on regarde aussi les pays, si on peut utiliser les termes présents dans le système, les pays moins développés, ces pays-là, en général, font plus d'enfants que les pays, entre parenthèses, développés. Et ça aussi, c'est une des raisons pourquoi les pays, entre parenthèses, développés, donc occidentaux, sont en train de déporter la population dans les pays moins développés pour les ramener dans leur pays parce que eux, ils ont énormément, alors massivement, un problème de natalité. Parce que plus ces pays-là se développent financièrement, plus ou bien moins ces personnes ont l'envie de faire des enfants. Ce qui est aussi un peu intéressant pour aussi regarder pourquoi les causes qui font que ces pays-là développés commencent à avoir un taux de natation, non pas de natation, de natalité faible, La natalité. un taux de natalité faible. Et maintenant, les pays, entre parenthèses, qu'on qualifie de pas développés, ou bien les pays du second ou bien du tiers monde, pourquoi est-ce qu'ils ont donc, Du tiers-monde, ouais. et pourquoi leur taux de natalité est donc élevé? Et si nous regardons maintenant l'Afrique, par exemple, et c'est même quelque chose qu'on met énormément l'accent dessus, parce que quand on parle toujours de l'Afrique, si tu prêtes un peu attention, on parle toujours de sa main-d'œuvre. On parle toujours de sa main-d'œuvre. Pourquoi? Parce que c'est le continent présent dans le monde où il y a beaucoup plus de jeunes. Et qui dit jeunes dit force de travail, dit force militaire, ce qui en soi est un atout économique pour un État. Donc, ce qui fait que déjà de un, l'Afrique par manque de finances ou bien de richesse. Donc, on dit richesse aussi, vu la situation présente. Je ne parle pas de richesse en termes de ce que l'Afrique a comme matière première, ainsi de suite, mais je parle de la richesse qu'elles ont présentement, de comment est-ce que les gens vivent présentement. Donc, quand on regarde cela, il y a vraiment ce manque-là crucial, financier, capital, monétaire, ce qui fait que la richesse présentement, où les personnes s'y mettent le plus, c'est ce côté-là, sexe, ou le taux de natation, de natation, le taux de natalité, Natalité. le taux de natalité donc augmente, ce qui en soi est aussi une bonne chose pour le développement économique, mais tout un tas de jeunes qui ne sont pas éduqués, et ici, quand on parle de l'éducation, c'est toujours vraiment quelque chose à préciser parce que la majorité, quand ils entendent éducation, c'est aller à l'école, avoir un bon diplôme. Mais ça, c'est la scolarisation, l'endoctrinement. Ça n'a rien à voir avec l'éducation. L'éducation, c'est ta capacité, ton habilité à faire quelque chose, à résoudre un problème. C'est ça ton éducation. Donc, quand on regarde sur cet aspect-là, l'Afrique a un très, très grand problème d'éducation. Et présentement, j'ai regardé une vidéo l'autre jour concernant le Burkina Faso avec Ibrahim Traoré. Et quelque chose aussi qui est en train de se passer, qui va énormément aider dans l'éducation des enfants, c'est le fait que tout le monde, en fait, participe à la construction du pays. Donc, j'ai vu, par exemple, ils sont en train de construire les routes et les routes qu'ils sont en train de construire ne font pas venir des ingénieurs, mais c'est la population qui aide en tant que main-d'œuvre. Donc, c'est la population qui construit, même des enfants, pendant les vacances, les enfants ne restent pas à la maison, mais ils vont dans les chantiers pour aider à la construction de leur pays. Et ça fait partie de l'éducation. Parce qu'un enfant qui commence à travailler dans un chantier,
il commence à développer son vocabulaire dans un domaine très précis. Et cet enfant-là apprend donc quelque chose vraiment pratique qu'il peut appliquer. Et en même temps aussi, le fait de participer dans la construction de quelque chose, ça développe énormément une fierté et une confiance en soi de l'individu parce que cette personne-là est en train de contribuer à la construction non seulement de quelque chose, d'une route, mais de son pays. Ce qui fait que ça développe vraiment cet aspect de confiance en soi et de confiance en qui est-ce que nous sommes et de d'où est-ce que nous venons. Et c'est tout cela en fait qui fait partie du vocabulaire. Cet enfant-là va développer un vocabulaire que un enfant qui s'en va juste à l'école, revient rester à la maison, ne va jamais développer ce vocabulaire. Et c'est comme ça, donc, quand nous parlons de vocabulaire, c'est vraiment quelque chose de très pratique. C'est quelque chose que vous apprenez et que vous pouvez le pratiquer. Pas votre métier, mais quelle est votre habilité d'apprendre quelque chose aujourd'hui et de l'appliquer demain. C'est ça vraiment, cette éducation-là qui va donc lever cette malédiction-là que nous avons parce que l'éducation que vous avez, le vocabulaire que vous avez, c'est ça qui détermine comment est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous voyez le monde. Mais quand on regarde comment est-ce que l'Africain aujourd'hui voit le monde et pense, on peut accuser l'Occident comme on veut, mais la personne qui détruit plus l'Afrique, c'est l'Africain. Ce n'est pas l'Occident. La personne vraiment qui est au cœur de la destruction de l'Afrique, ce n'est pas l'Occident. Mais on utilise l'Occident comme bourreau, comme, comme justification de notre situation. Parce que quel qu'en soit ce que l'Afrique prend de, quel qu'en soit ce que l'Europe prend de l'Afrique, si les Africains, je n'aime pas vraiment trop cette conversation-ci parce que c'est africain, mais le problème crucial, c'est, parce que on est en train de voir ça avec, par exemple, le Burkina Faso. Si seulement nous pouvons prendre en charge notre propre éducation, notre propre système, sans toutefois avoir des personnes qui... Parce qu'il y a un problème aussi cette malédiction-là, si on peut dire ça comme ça, de l'Afrique, qui est en soi juste un problème de vocabulaire, c'est que un Africain, par exemple, qui devient, je ne sais pas, membre du gouvernement, quelque part dans le gouvernement, quel qu'en soit, que ce soit ministre, député, quel qu'en soit où il est, même si, quelle qu'en soit la façon dont il a fait pour arriver là-bas, quand il reçoit donc, quand il a un projet qui doit être développé, il ne cherche pas à trouver la meilleure personne pour accomplir le travail, mais il cherche son frère ou bien son cousin pour lui donner le travail. Même si son frère n'a aucune idée en fait de quoi est-ce qu'il s'agit. Et ça, c'est un problème on va dire mentalité, mais en soi, c'est un problème de vocabulaire où on s'accroche tellement à ces cultures-là, à ces valeurs, même si elles n'ont pas de sens, mais on s'accroche quand même à ça et on se dit que non, si telle personne faisait comme ça, si les Européens faisaient comme ci, alors on serait mieux. Mais en fait, en soi, notre propre gangrèle, c'est ce manque de vocabulaire-là ou ce manque d'éducation que, à cause de cela, nous sommes tellement émotionnels dans tout et nous primons l'émotion sur, par exemple, l'efficacité. Donc, il y a tous ces points-là, en fait, qui démontrent, en fait, ce manque d'éducation, qui est un manque de vocabulaire que si, comme tu l'as dit, chaque parent pouvait prendre cela en charge et mieux développer le vocabulaire de son enfant à travers l'outil que nous avons ici, TechnoTutor, alors nous aurions un changement très rapide et sur une très courte période. Yep. Alors, il y a, et tu as parlé de pas mal de points avec lesquels on pourrait peut-être épiloguer, on pourra s'étendre là-dessus, parce qu'il y a des points avec lesquels je ne suis pas entièrement d'accord, parce que il faut entrer peut-être beaucoup plus profondément dans le sujet, mais ce n'est pas le point d'aujourd'hui. Le point d'aujourd'hui, c'est de voir cette malédiction-là, à quel niveau est-ce que ça nous porte.
Tu as souligné, par exemple, au début, tu as parlé de l'argent et du sexe. Ensuite, tu as parlé du fait qu'il y a beaucoup plus d'enfants. Il y a moins d'enfants dans l'Occident maintenant. Il y a moins d'enfants. Et donc, ils ont, ils ont, ils sont ils sont pressés. Du moins, alors, le terme pressé ici, c'est qu'ils sont sous pression. Voilà, c'est sous pression. Il leur faut de la main-d'œuvre, il faut des gens pour travailler et tout. Et donc, ils ont utilisé la tactique de l'importation. Donc, ils doivent importer des cerveaux venus de là. Et il y a des magnifiques livres qui parlent de ce sujet. D'ailleurs, je suis en train de préparer aussi un papier là-dessus. Maintenant, je commencerai d'abord par balayer très rapidement et toujours après revenir sur la question du vocabulaire et de l'éducation. L'une des raisons qui fait que l'Europe est de moins en moins peuplée, a de moins en moins de jeunes, moi, je citerai deux choses. Il y a beaucoup de nourriture industrielle et puis il y a le stress élevé qui diminue la capacité procréatrice des personnes qui vivent dans ces milieux. Donc ici, chez nous, on a encore la chance d'être encore un peu à côté de la nature, ça entre de plus en plus, hein, ça entre de plus en plus beaucoup de nourriture industrialisée qui sont complètement mortes énergétiquement, qui affectent la libido, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, et donc la capacité de procréer. Et maintenant, la vie stressante que le système, d'accord, le système mondial capitaliste véreux, impitoyable et maléfique, a installé dans le monde. Et ce stress-là, donc, ce système capitaliste, donc, crée le stress avec lequel les gens vivent. Et une autre raison qui peut expliquer que les Européens font de moins en moins d'enfants, parce qu'ils sont de plus en plus sous pression et ils se disent, mais si je mets mon enfant au monde maintenant, la pression que j'ai aujourd'hui, dans 5 10 ans, elle sera encore plus grande. Pourquoi donc faire un enfant pour le faire vivre une pression pratiquement suicidaire? Parce que le taux de suicide aussi a flambé un peu. Alors, je veux regarder plutôt le côté brillant, le côté euh, avantageux, le côté pas de l'espoir, parce que c'est pas de l'espoir que je veux dire. Je veux dire que les possibilités sont encore ouvertes. Mais les possibilités sont encore ouvertes à la seule condition qu'on soit éduqué. Alors, qu'est-ce que je veux par là dire? Je veux par là dire que les systèmes qui nous obligent de vivre comme nous vivons aujourd'hui en Afrique, ces systèmes capitalistes véreux, maléfiques qui sont installés, sont certainement la source, je peux le dire comme ça, la cause même de la plupart des malheurs du monde. D'ailleurs, il y a 2 jours, on est quand aujourd'hui? Lundi, non? Oui. C'est quand? Samedi, les États-Unis sont partis enlever Maduro du Venezuela. Papa, Venezuela. on l'a pris, c'est-à-dire que donc c'est un système de prédation qui ne sert pas, d'accord, qui ne sert pas les intérêts des populations sur lesquelles on fait autant de pression. Je vais faire par exemple je viens d'enregistrer une vidéo tout de suite juste avant toi là, et je parlais d'un point assez intéressant que j'ai lu dans le livre d'Albert Memmi, intitulé Le portrait du colonisé. Je ne sais pas si tu l'as déjà lu, et si tu ne l'as pas lu, essaie de le lire. Portrait du colonisé suivi du portrait du colonisateur. Alors, euh, pour montrer à quel point le système, la brutalité du système peut être aussi la cause du ralentissement de l'Afrique, mais que c'est un avantage aussi, parce que je vais te donner l'avantage tout à l'heure. Voici ce que Mémi dit. Je traite surtout de la question où on se demande, mais pourquoi est-ce que les colonisés ne se lèvent pas contre le colonisateur? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas la rage? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas refaire se défendre, tu vois, contre le colonisateur? Et voici la phrase ici, il dit même, les colonisateurs eux-mêmes s'en étonnent. Et de là vient qu'ils accusent le colonisé de lâcheté. C'est-à-dire qu'on dit, mais vous êtes lâche. Pourquoi est-ce que vous ne vous défendez pas? Un peu comme ce qui s'est passé samedi au Venezuela. Mais pourquoi est-ce que vous ne vous défendez pas? Mais se poser cette question-là, voici ce que Albert Memmi dit. L'accusation est trop désinvolte en vérité. Ils savent bien que s'ils étaient menacés, donc les colonisateurs,
S'ils étaient menacés, leur solitude serait vite rompue. Toutes les ressources de la technique, téléphone, télégramme, avion, mettraient à leur disposition en quelques minutes des moyens effroyables de défense et de destruction. Mhm. Il continue. Pour un colonisateur tué, des centaines de milliers de colonisés ont été exterminés. Et le verbe est bien choisi, exterminés. Ça veut dire que si moi, je suis par exemple le chef d'un village, mon village a 400 personnes, et que je me décide de m'opposer, je fais une opposition frontale avec le colonisateur. Il me tue, ou bon, je réussis à tuer un ou deux colonisés, le résultat est frappant. C'est qu'ils vont venir, parce que deux colonisateurs sont morts, ils vont tuer 200 personnes. Donc, ils ont réduit mon village de moitié. Et les villages voisins, quel est le message qui est envoyé? Vous tentez, on vous extermine. Parce que la force de frappe est brutale, elle est atroce. Et donc, ça crée donc, voici ce que ça crée. Et ça a été intéressant lorsque j'ai lu ça, pour un peu comprendre un peu mes ancêtres, les personnes qui Mhm. étaient à cette place avant. Il dit ici, tout a été mis en œuvre pour effacer en lui, le colonisé, le courage de mourir. C'est-à-dire qu'il a même le courage de venir mourir pour se défendre, mais on fait tout pour effacer ce courage parce que tu te rends compte que si je pars, je meurs, ok, je meurs pour la bonne cause, mais le pire, c'est qu'on va effacer tout le village, mais je serai donc mort pour rien, tu vois? Et la contradiction est là. Et maintenant, nous, aujourd'hui, on reste avec les émotions, on se dit, ah, la rage, la marche. Et c'est là où ça nous dessert. Parce que nous restons dans l'émotion. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup le travail du pardon de soi. Parce que le pardon, ce n'est pas de pardonner le, le colonisateur ou bien celui qui a créé des exactions. Mais le travail, c'est de, OK, ne plus être sujet à ses émotions. Parce que quand tu es sujet à ces émotions, tu bloques ta capacité de réfléchir, ta capacité de penser, ta capacité d'aborder de façon sereine des solutions, d'envisager de façon objective les solutions. Donc, le pardon de soi et technotutor aide donc à bloquer déjà l'accès à ces émotions pour maintenant aller travailler sur, OK, j'ai vécu cette situation, comment est-ce que je peux corriger l'avenir? Et c'est là où l'avantage se trouve. Et c'est là où l'Afrique a tout l'avantage. Et je vais te prendre l'avantage sur deux cas. Mhm. Tout à l'heure, tu as dit que il y a beaucoup de personnes en Afrique. Il y a beaucoup de main-d'œuvre. Non, les Africains ne sont pas nombreux. On n'est même pas encore nombreux. Si tu regardes la superficie de l'Afrique, 30 millions de kilomètres carrés, nous sommes 1,5 milliard de personnes. D'accord? 1,5 milliard, 30 millions de kilomètres carrés. Maintenant, quand tu regardes la Chine, 9 millions de kilomètres carrés sont 1,5 milliard. 152 personnes au kilomètre carré. Nous sommes à 52 personnes au kilomètre carré. Si l'Afrique est vide, Mhm. l'Afrique est vide. Et donc, c'est un avantage pour nous. Pourquoi? Et là, je m'adresse aux parents. C'est un avantage parce que plus vous avez de personnes, plus vous avez la capacité de créer des solutions. Mais avoir plus de personnes veut dire avoir la possibilité ou bien avoir le devoir d'éduquer plus de personnes. Mais à quoi est-ce que nous allons éduquer plus de personnes? À la fatalité ou bien à sortir de l'émotion pour créer des solutions. Et c'est là l'avantage de l'Afrique. Nous sommes encore vides, on a encore de l'espace pour mettre des gens qui sont capables de penser, de réfléchir sans émotion, de penser, de réfléchir aux solutions, aux difficultés que nous allons rencontrer. Et c'est ça l'avantage de TechnoTutor. Et c'est ça l'avantage de l'Afrique. Pour le parent qui prend un TechnoTutor maintenant pour l'utiliser, il sait que, OK, il n'y a que 52 personnes par kilomètre carré. Il n'y a que 52 habitants par kilomètre. Il y a suffisamment d'espace. Si je remplis le kilomètre carré, je l'amène de 52 à 100 personnes, et ça veut dire qu'il y a 100 personnes là qu'il faut éduquer. 100 personnes qui peuvent me créer des solutions. Et c'est pour ça qu'il faut, dans chaque maison en Afrique, au Cameroun, un technotutor. Parce Mhm. que si un parent a 5 enfants, avec technotutor, ça fait 5 possibilités de développer 5 génies.
Ça fait 10, imagine 10 maisons. Ça fait 50 génies. Et en moins, ça se passe en moins de 2 ans que j'ai déjà créé mon génie. Et mon génie va créer un autre génie, qui va créer un autre génie, et qui va créer des solutions pour l'Afrique. Et en plus, le Saint Graal, c'est que l'Afrique est vide. Il y a suffisamment d'espace pour tout le monde. Vous, là-bas en Allemagne, vous êtes saturé, vous êtes obligé de faire des Nous ne sommes même gratte-ciel pas qui sont ici saturés. touchés. Nous ne sommes même pas saturés. Tout à l'heure, quand je disais Voilà. l'Afrique a plus de population, c'était beaucoup plus une population jeune. Mhm. Beaucoup plus une population jeune. Parce que même ici en Occident, ils parlent de la surpopulation, mais dès que tu quittes les métropoles, tout est vide. Tout est vide. Même Tout est dès vide. que tu quittes la métropole, tout est vide. Il y a plus rien. Tout ça, c'est du vide. Donc, que ce soit ici ou Voilà. là, c'est vide en fait. Donc, c'était beaucoup plus concernant la population jeune que nous avons. Et tu Mhm. l'as très bien expliqué. Et aussi, cet aspect-là que parce que peut-être on ne sait pas comment le faire, on ne voit pas cette option-là. Quelqu'un, par exemple, comme Elon Musk, la raison pour laquelle il a 15 enfants jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il sait que lui, déjà avec sa génétique, ses enfants auront une très grande tendance à aussi être intelligents. Voilà pourquoi il ne s'amuse pas avec ça. Il fait vraiment ses enfants. Il a Ah 15 oui. aujourd'hui. Ah oui. Il a 15 aujourd'hui. Donc, parce qu'il sait, et il a les enfants en général avec des personnes aussi bien intelligentes. Du même standing, oui. Du même Parce qu'une standing des intellectuel. mamans, soit c'est une écrivain, l'autre c'est une artiste, donc Green, une chanteuse, et l'autre c'est le CEO euh, soit le CEO ou bien un cadre de Neuralink. Donc, ce sont vraiment des personnes qui sont bien placées aussi intellectuellement, non, parce qu'il sait que Oui, déjà, qui ont un vocabulaire avancé, quoi. oui, donc ce sont des personnes qui ont un vocabulaire bien avancé. Et ces enfants-là auront définitivement, sauf s'ils sont vraiment très mal suivis, ils auront définitivement un très bon vocabulaire. Qu'ils sont bien suivis ou pas, ils auront un bon vocabulaire, mais le bon suivi, ce sera si on aide des enfants à avoir une bonne discipline personnelle. Parce que la majorité, et je mentionne cela parce qu'un des enfants d'Elon Musk, aujourd'hui, Elon Musk dit qu'il a perdu son fils. Pourquoi? Parce que il a suivi ce que les docteurs lui ont dit et son enfant a transitionné. Donc, qui était de garçon est devenu une fille. Ah, une fille. Et Incroyable. il dit toujours, j'ai perdu mon garçon. Donc, s'il n'y a pas un bon suivi, si des choses comme ça continuent à arriver, l'enfant peut avoir ce potentiel-là, mais malheureusement, ne pas l'utiliser. Donc, ça aussi, c'est un Exactement. très grand aspect. Voilà pourquoi beaucoup de parents disent que ah, mon enfant a du potentiel, mon enfant a du potentiel. Et tout à l'heure, j'ai discuté avec une maman parce qu'elle a vu un peu les vidéos de ce que nous faisons. Et elle dit oui, c'est bien, mais mon enfant, c'est juste 1 an et demi. Et je lui fais comprendre que on commence déjà à partir de 1 an. Elle dit oui, mais bon, tout va encore bien pour l'instant. Tu vois, là aussi, c'est un des aspects où le parent, bon, on se dit que tout va bien. Et en général, toujours cette façon-là de vouloir changer, améliorer les choses seulement quand tout va mal. Et ceci, c'est pourquoi? Parce qu'on n'a pas une certaine vision de ce qu'on veut en fait de l'enfant. En général, on a juste un enfant parce que tout le monde a l'enfant et on va à l'école parce que tout le monde envoie à l'école et puis c'était tout. Donc, il y a vraiment personne qui le fait de façon délibérée, qui le fait de façon stratégique, qui le fait avec une vision de dire, OK, voici ce que j'aimerais que mes enfants deviennent. Et le peu de gens qui ont cette philosophie, ils n'ont malheureusement pas les connaissances et les outils pour vraiment les aider à développer ce potentiel-là de l'enfant. Donc, ce qui est aussi, d'une part, rechercher l'information, parce que c'est possible, et d'autre part, ces parents-là qui n'ont pas de vision, essayer de comprendre vraiment que la vision et la base que vous donnez à votre enfant, ça peut changer complètement toute ta génération. Et c'est ce que nous sommes en train de parler, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ça qui va vraiment apporter la solution de tous ces maux que nous avons présentement dans la société, que ce soit en Afrique, en Occident, aux États-Unis, partout. C'est vraiment ce mot
que nous avons présentement, qui est un problème d'éducation. Et tant que nous ne pallions pas à cela, quel qu'en soit ce que nous faisons, ça va seulement s'empirer. Parce que quand on regarde aujourd'hui, même surtout ici en Europe, la situation est vraiment devenue de plus en plus terrible, où les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus aucun espoir. N'ont plus aucun espoir. Avant, peut-être notre génération encore, ou bien ceux qui sont venus avant nous, il y avait le message là que va à l'école, aie un diplôme et puis aie un travail et puis fonde une famille. C'était ce discours-là qu'on nous tenait et bon, beaucoup d'entre nous sont allés là-bas, ont suivi cela. Mais maintenant, tu ne peux plus tenir ce discours-là avec les enfants aujourd'hui. Les enfants, quand tu dis, OK, va à l'école et ensuite tu vas avoir un métier, tu dis non, l'école, c'est pas pour avoir un métier. Si tu vas avoir un métier, tu dois être influenceur. Donc voilà ce que les jeunes d'aujourd'hui sont en train de voir. Et en même temps aussi, les emplois sont en train de disparaître, ce qui fait que un enfant, ils sont complètement déboussolés, ils sont complètement perdus, ils n'ont pas d'orientation. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont Alors, aucune orientation. toi, tu dis que les enfants sont déboussolés. Mhm. Moi, je ne dirais pas ça. Je dirais que c'est le parent qui est déboussolé. Parce que le parent est perdu. Regarde, comment je vois la chose. Nous sommes dans une transition entre un monde où il y avait les business en briques et mortier, donc les business stables, des entreprises, machin. Et nous sommes en train de transiter vers un monde où tout est virtuel. Et maintenant, nous sommes dans l'entre-deux, c'est-à-dire quand je dis nous les parents de maintenant, nous sommes dans l'entre-deux. Mhm. On a dans notre tête l'éducation du vieux monde sans avoir l'éducation du nouveau monde. Donc, on ne peut pas transmettre aux enfants le nouveau monde que nous sommes en train de voir, dont nous sommes les témoins oculaires, parce que l'éducation que nous avons est du vieux monde. Et tu sais toi-même, individuellement, tu sais intrinsèquement que les enseignements du vieux monde, tu ne peux pas les donner à ton enfant parce que ça ne s'applique plus dans la vie de tous les jours, parce que tu le vois. Et Mhm. donc, tu es donc bloqué comme dans cette incapacité. Tu as une connaissance, mais que tu ne peux pas transmettre. Mais le pire, c'est que tu n'as pas renouvelé tes connaissances. Et c'est ce que j'appelle le syndrome du statu quo. Mhm. C'est-à-dire que nous sommes bloqués dans le siècle passé. Ouais. Nous sommes complètement figés dedans, un peu comme pour ceux qui croient en la Bible, un peu comme la statue de celle de, comment elle s'appelait cette femme-là? La femme de Lot. Boum, on est figé. Et c'est ça et c'est là où Technotutor entre en jeu. Parce que Technotutor ouvre donc la possibilité aux parents de ne plus être perdus, parce qu'un parent perdu, c'est un enfant encore plus perdu. Et les enfants qui sont perdus aujourd'hui sont le résultat des parents qui sont déjà perdus. Mhm. Ils sont perdus, ils n'ont pas pris la transition entre l'ancien et le nouveau monde, parce que leurs parents même les ont balancés là-bas comme ça, disent donc, allez vous battre. Moi-même, je me suis battu. Allez vous battre. Donc, ils sont partis avec une éducation inadéquate, la scolarisation inadéquate. Tout est inadéquat dans l'éducation que nous, les parents, nous avons eue. Je le disais une dame qui est venue me rendre visite ici. Je lui disais, mais écoute, euh, la solution maintenant, c'est de remettre en question tout ce que ton père, ta mère, tout ce qu'ils t'ont appris. Il faut balancer ça à la poubelle. Tu prends ça, tu balances à la poubelle. Ça ne veut pas dire que tu as tué ton père, parce que des gens s'accrochent à ça parce qu'ils ont l'impression que la vie de leur père dépend du fait qu'eux s'attachent à ses croyances. On discutait de la punition, de la bastonnade avec mes frères ici, mais j'ai fait comme Kevin Trudeau dit. N'essaie pas de faire chanter un cochon. Tu perds ton temps et tu annules le cochon. Parce qu'ils sont convaincus que la bastonnade, c'est ce qu'il faut. D'ailleurs, c'est un droit divin pour un parent de bastonner son enfant. Et tu te rends compte de ça. Et quand je leur dis, mais est-ce que vous savez même d'où vient la chicotte, l'expression chicotte, d'où ça vient? Est-ce que tu connais son origine? Il ne veut pas savoir. Parce que bibliquement, c'est comme ça. D'ailleurs, lui-même, on l'a tabassé dans la vie. Mais on t'a tabassé, est-ce que c'était la meilleure chose à faire? Non. Mais pourquoi tu le répètes donc?
Ben, parce que c'est ce qu'on m'a fait. Mais, donc, est-ce que tout ce qu'on t'a fait à l'époque, tu vois, c'est parce qu'on est bloqué, on est figé. Mhm. On est figé, on n'a pas, c'est comme si la plasticité de notre cerveau a été mise à mal, a été compromise. Elle a complètement Pourtant, ce été n'est pas gelée. vrai. Elle a complètement été gelée. C'est pour ça qu'il faut utiliser technologie. Et je me rends compte de ça au fur et tous les jours qui passent. Parce que quand je m'assois, je discute avec mes fellow people, mes- T'es mon confus. entourage, Mhm. mes confrères, je me rends compte que de l'écart gigantesque qu'il y a entre nous. Je ne le leur fais pas savoir, ça c'est clair, mais ils le remarquent eux-mêmes. Ils le remarquent eux-mêmes. Certains me disent que, mais dis donc, toi, tu es à ce niveau-ci, hein, nous, on est encore ici, laisse-nous là-bas. Voilà la pire des expressions. Mais, Laisse-nous là-bas. mais, mais oui, mais tu vas faire quoi de lui? Tu vas le laisser. Euh, N'essaie pas de faire chanter un cochon. Tu perds ton temps, tu ennuies le cochon. Hein? Donne-lui sa double. Tu veux boire 50 billets, donne-lui ses 50 billets. Même si tu lui expliques 1 milliard de fois que tu ne comprends pas pourquoi les industries, toutes les possibilités d'industries qui existent, n'ont pas été déposées au Cameroun. Seulement les industries de la bière, que ça doit te faire réfléchir. Il dit que non, laisse-nous avec tes sciences là, nous on veut boire nos bières. Tu vas faire comment? Tu vas aller chercher ça. Nous boire bien. Donc, en fait, ce que j'expliquais, c'est que nous sommes donc bloqués dans cette transition-là. Et c'est le fait que les parents soient bloqués dans cette transition qui embrouille les enfants qu'ils ont aujourd'hui. C'est pour ça qu'on recommande, que je recommande personnellement à tous les parents d'utiliser TechnoTutor. Prends TechnoTutor, ça améliore la plasticité de toi-même, de ton cerveau déjà, mais de la plasticité de ton ADN, parce que, attention, l'ADN est plastique. Et maintenant, on peut donc transmettre à une nouvelle génération d'Africains, parce que dans 150 ans, nous ne serons plus là. Nous ne serons plus là. Mais qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous? Une Afrique en cloque comme celle que nous avons reçue? Ou bien... Et là encore vient le sujet de la vision. Tout le monde a perdu la vision. On est bloqué, comme je t'ai dit, le syndrome du statu quo. On est bloqué, personne n'a de vision. Et ça ne les dérange pas. Il suffit qu'ils boivent leur bière. Non, laisse-moi boire ma bière, disons, je vais mourir demain. Et ça, c'est une expression que mon père avait beaucoup. Je vais mourir demain. Mhm. C'est-à-dire que tu sens la fatalité, tu vois, tu sens que fatalement, il se dit, bon, la seule issue que j'ai, c'est de mourir. Tu comprends? Je ne sais pas si tu vois à quel point le désespoir peut amener quelqu'un. Et il le disait tout le temps. Et je lui disais, mais pourquoi tout le temps tu... Mais c'est aujourd'hui que je comprends qu'il était fatalement confronté à la réalité. Le fait que son vocabulaire était bas, il ne pouvait pas créer de nouvelles solutions pour s'en sortir dans la vie. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre que de se dire, bon, ok, laisse, il faut que je vais mourir et puis je vais partir. Pour lui, c'était la délivrance, en fait. Et pourtant, ce n'est pas ce que je veux que mes filles soient. Battez-vous, ayez de l'expérience, allez chercher, créer des choses. Utilisez TechnoTutor. Mhm. Et c'est vraiment incroyable parce que quand on regarde sur l'échelle de croyance, il y a plusieurs religions dans le monde. Et je pense que c'est Cameron qui expliquait ça. Et c'est là que ça m'a aussi vraiment, ça m'a aussi beaucoup fait réfléchir. Que quand tu regardes au niveau des religions, l'islam, c'est la religion la plus, où les personnes réfléchissent encore le moins. Donc, ce sont les personnes qui ont encore le plus faible vocabulaire. C'est l'islam. Et ensuite vient le christianisme, ceux qui ont un peu un meilleur vocabulaire. Et au sommet, ce sont... euh, euh, c'est même quoi leur religion? Des juifs. C'est quoi leur religion? Ah, c'est le judaïsme. Le judaïsme, ouais. Ils sont Donc, dans au le sommet judaïsme. maintenant vient le judaïsme où ils ont un très bon vocabulaire. Donc, et
ça se voit. Qu'est-ce que eux ils font? Ils contrôlent le monde. Ensuite des chrétiens, ensuite des musulmans. Donc, c'est vraiment intéressant de voir cet angle-là où la capacité du vocabulaire de l'individu aussi détermine même aussi sa religion. Même la capacité du vocabulaire d'un individu détermine sa religion, la religion qu'il adopte, qu'il accepte, qu'il pratique. Et de voir comment des personnes, parce que tout ceci n'est pas compris, on se dit juste que on est maudit. On se dit juste que on n'a pas de chance. On se dit juste que, en fait, c'est comme ça que nous sommes. Mais personne n'est comme ça. C'est un peu comme tu n'utilises jamais tes pieds. Tu nais quelque part où personne n'utilise jamais ses pieds, ce qui fait que vos pieds ne font que s'atrophier. Vos pieds ne font que s'atrophier. Et avec le temps, parce que personne ne marche, vous pensez qu'en fait, vous, c'est comme ça que vous êtes né. Pourtant, quand chacun est né, il avait les pieds, mais étant donné qu'il ne l'a pas utilisé, ses pieds se sont atrophiés. Et là, on s'est dit que non, notre population ne marche pas. Notre malédiction. D'une part, oui, c'est votre malédiction parce que vous ne vous rendez pas compte de comment utiliser ces pieds-là. Mais d'une part, ce n'est pas une malédiction parce que vous pouvez utiliser ces pieds-là. Et dans ce cas-ci, c'est ce vocabulaire-là que, sans vocabulaire, tu es vraiment à la merci de l'espoir, de la croyance, parce que tu ne peux rien en fait. Tu as besoin d'une autre personne. C'est un peu comme un enfant, tu as besoin de quelqu'un pour s'occuper de toi. Parce que tu ne peux rien faire, tu ne peux rien créer. Mais pour pallier à cela, tu as besoin donc de développer ton vocabulaire qui va donc te permettre de créer la vie que tu veux avoir. Et c'est à ce niveau-là que nous sommes vraiment derrière comme les fesses, comme on le dirait toujours. Nous sommes vraiment derrière. Et le plus difficile, en fait, c'est pas seulement de faire comprendre ceci aux personnes, mais de les faire voir qu'il y a en fait une solution. Parce que beaucoup sont complètement dans ce dynamisme-là, dans ces pensées-là que ah, je vais mourir demain. Donc, on a complètement perdu espoir. Et parce qu'on est dans ce schéma-là, c'est même si tu leur apportes une solution, beaucoup vont juste te dire, ah non, merci, je vais mourir demain. Ça sert à quoi? Donc, on a complètement perdu espoir. Et le truc, c'est maintenant, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, d'ici 150 ans, nous tous, nous allons mourir. Mais qu'est-ce que tu veux laisser à tes enfants? Même si toi, tu as perdu espoir, tes enfants sont encore trop jeunes pour perdre espoir maintenant. Et tu es sûrement à la maison en train de les encourager que non, allez-y, forcez, allez à l'école, apprenez. Toi-même, tu sais que ça ne marche pas parce que toi-même, tu l'as fait. Tu sais à l'intérieur de toi que ça ne marche pas. Parce que toi-même, tu l'as fait, toi-même, tu es passé par ce système et aujourd'hui, tu es triste, tu n'es pas satisfait. Donc, juste envoyer ton enfant dans le même système et espérer que les choses soient différentes, ça, c'est être cruel. Ça, c'est vraiment être cruel. Et c'est être méchant. Parce que tu sais à quoi ça ressemble de passer par ce chemin-là. Et tu l'as fait. Mais comment est-ce que tu envoies ton enfant dans le même chemin? Tu ne fais rien de différent et tu pries juste que sa situation soit différente. Pourtant, tu es passé par le même chemin. En tout cas, la prière ne fonctionne pas, hein. Ça ne va pas fonctionner dans ce cas. Dans ce cas-là, il faut oublier. Il faut oublier. Ce qui est là, c'est que Et toi-même, une tu as preuve que prié. Toi-même, tu as prié pour toi quand tu étais dans ce système. Tes parents ont prié pour toi. Mais malgré cela, ça n'a pas, ta situation ça n'est n'a pas, pas marché. ça n'a pas marché. Et je voudrais ajouter une chose à ça, à cette histoire de perdre espoir dont tu as parlé et dont je parlais pour mon père. Si vous êtes parent et que vous avez perdu espoir, sachez que vous êtes en train de transmettre ça à votre enfant, que vous le veuillez ou non. Parce que tout ce que vous avez en vous, vous le transmettez à vos enfants. Et la perte de l'espoir peut être transmise à l'enfant, même si vous ne le prononcez pas, même si vous ne le dites pas, même si ça reste quelque chose qui est interne, très loin à l'intérieur de vous.
ou vous savez que vous avez perdu espoir, ne vous inquiétez pas, vous transmettez ça à votre enfant. Et au risque de rendre des enfants suicidaires, dépressifs, etc., etc., cette mélancolie que vous avez à l'intérieur de vous, vous la transmettez à l'enfant. Et la meilleure façon de traiter cette mélancolie-là, cette perte d'espoir, c'est d'aller travailler sur ça. C'est d'aller travailler sur non seulement les sources de cette mélancolie, cette mélancolie-là même, il faut travailler dessus. Et maintenant, il faut pouvoir entrevoir, ou du moins vous aider à créer une nouvelle vision pour ne plus retomber dans cette mélancolie. Donc, trois choses à faire. Aller creuser la source de la mélancolie elle-même, et maintenant travailler pour créer une vision qui empêche, qui bloque la possibilité à la mélancolie de se représenter. Parce que si vous ne faites pas ça vous-même, sur votre corps, vous êtes en train de le transmettre à vos enfants. Cachez ça comme vous voulez, vous ne pouvez pas. Votre enfant est en train de l'absorber, même sans votre assentiment. Il prend. Et donc, et tu comprends pourquoi de plus en plus, il y a des enfants qui ont de l'attention artérielle. C'est hallucinant comment des petits-enfants, même ici, ils sont déjà hyper tendus. Mais il a quel âge? Il a 13 ans, il est hyper tendu. Comment ça, il est hyper tendu? Ah ouais, mais beaucoup de gens pensent que ça vient aussi de ce que les parents sont en train de transmettre à l'enfant comme émotion qu'ils sont en train de vivre à l'intérieur d'eux. Ce conflit émotionnel-là se transmet à l'enfant. L'enfant n'est plus dans votre ventre, mais il est dans votre entourage et il a ce qu'on appelle cette capacité naturelle d'apprentissage qui absorbe tout ce que vous pensez que vous n'êtes pas en train de lui dire là. Il absorbe. Et donc, nous, parents, on doit travailler sur ces mélancolies-là, sur ces désespoirs. Parce que sinon, on va transmettre ça à nos enfants. Et puis, dans quelques années, les enfants vont dire, l'Afrique est maudite. Non, l'Afrique n'est pas maudite. Nous sommes en train de maudire l'Afrique. Nous sommes en train de maudire. Si on ne fait rien, on continue à la maudire. Si on ne fait rien, on continue à perpétrer ce rythme de tristesse qui aujourd'hui nous attriste et on veut la transmettre à nos enfants impunément. Ça ne peut pas marcher. Il faut s'éduquer. C'est l'éducation qui est la seule solution. Et l'éducation, pas la scolarisation. Il faut bien faire la différence. L'éducation. Et l'éducation que nous prenons, c'est d'utiliser Technotutor, réveiller votre vocabulaire parce que c'est votre vocabulaire qui crée le génie que vous devenez. Ou du moins, ce que votre enfant va devenir si vous pensez que vous ne pouvez plus être un génie. Mais vous pouvez être un génie. Mais bon, travaillons pour nos enfants. Transformez vos enfants en génies en utilisant Technotutor. Ça ne prend pas beaucoup de temps en plus. Et ça aussi sert. Parce que j'étais en train de vraiment réfléchir là-dessus l'autre jour et de voir un parent qui se demanderait, OK, soit veut léguer ou bien veut redonner cela à son enfant, et de deux, se dit peut-être que, OK, c'est hors de ma portée. Donc, je tente de regarder ces deux aspects-là, et quand je regarde un peu comme ça, peut-être tu peux aussi apporter ta, ta, ta vision là-dessus. C'est qu'est-ce que les parents, en fait, dépensent de façon quotidienne concernant leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils apportent vraiment, hormis le fait de vraiment aller envoyer l'enfant à l'école? Parce qu'ici en Occident, par exemple, l'école est entre parenthèses gratuite. Bon, même quand elle n'est pas vraiment gratuite parce que tu la payes à travers tes impôts. Mais les gens disent que c'est gratuit parce qu'ils ne payent pas directement l'école. Mais en même temps aussi, en Europe aussi, ils ont on appelle ça l'argent pour l'enfant. Donc, où le gouvernement apportera un certain soutien. Et je pense ici en Allemagne, c'est dans les 200-250 € par enfant par mois. Peut-être ça peut aller plus en fonction
euh, de l'entrée du parent. Donc, quand un parent, quand une famille, par exemple, a des entrées très faibles, ces apports-là peuvent encore être plus ou bien peuvent augmenter. Donc, quand je regarde tout cela et je regarde des parents qui ont juste des enfants et ne mettent pas vraiment un accent sur le développement et le devenir de leurs enfants, je me demande toujours que qu'est-ce que ce parent-là est en train de penser? Comment est-ce que lui, il est en train de voir les choses? Parce que il y a une aide du gouvernement qu'il reçoit pour les enfants, mais malgré cela, on ne fait trop rien. On envoie juste l'enfant à l'école et on s'arrête à là. On s'arrête à cela. Donc, quand je regarde, je me dis, OK, ce parent-là, pour lui, comment est-ce qu'il voit l'éducation? Comment est-ce qu'il comprend cela? Et qu'est-ce qu'il fait un peu de façon pratique et quotidienne pour aider son enfant à vraiment être bien instruit, bien éduqué? Alors, c'est un point très intéressant. L'ignorance c'est une catastrophe. Et l'ignorance, souvent, des petites choses. En l'occurrence, dans ces cas-là, le parent, il, l'enfant est devenu comme sa source de revenus. Dans le cas que tu cites, l'enfant est devenu comme la source de revenus. Les choses se sont inversées. Tout est devenu sens dessus, sens dessous. Et, et là, c'est triplement dangereux, c'est triplement préjudiciable pour lui et pour l'enfant. Premièrement, prenons une seule chose. Il y a une expression qui dit que quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Produit. Mhm. Et beaucoup de parents ne le savent pas. Quand quelque chose est gratuit, c'est toi le produit. Tu le payes d'une façon ou d'une autre. Mais dans le cas de ce parent-là, ce n'est pas lui le produit. C'est deux produits. Et lui et son enfant. Mhm. Qui sont les produits? Parce que le système prend cet enfant pour en faire une source d'enrichissement pour lui, le système, Mhm. et d'appauvrissement pour lui, l'enfant. Parce qu'il faut bien comprendre que le système capitaliste mondial, c'est un système de prédation. Et une prédation qui ne respecte aucune règle. Il ne respecte rien. Mhm. Même les règles que eux-mêmes ils établissent, ils ne les respectent pas. Mhm. C'est pour vous, c'est pas pour eux. Je reviens. Oui, oui. Je reviens encore sur les événements de samedi. Mhm. La souveraineté d'un État. Non, 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 c'est pour vous. Ton État n'est pas souverain. Et peut-être un peu Mais son là-dessus, État à lui, peut-être un peu oui. là-dessus, c'était quoi le prétexte qu'ils ont utilisé pour l'arrêter? Je sais pas si tu as un peu lu là-dessus. Bon, au début, il disait que c'était la drogue. C'est un trafiquant de drogue. Donc, il est poursuivi aux États-Unis pour trafic de drogue. Tu vois, donc c'est pour ça qu'il est arrêté et il doit aller être jugé aux États-Unis. Donc, le président d'un pays, Mhm. un trafiquant de drogue aux États-Unis, un trafiquant de drogue aux États-Unis, donc doit aller le prendre pour qu'il se présente à la justice aux États-Unis. Ça n'a aucun sens. Absolument aucun sens. Un pays souverain en plus. Donc, ils ne respectent rien. Quand ils disent qu'ils vont éduquer votre enfant, OK, ils le font gratuitement. Non, envoie ton enfant gratuitement à l'école. Non, c'est gratuit. Mais à qui va profiter cet enfant? Il ne va pas être profitable pour lui-même, l'enfant. Il ne va pas être profitable pour toi, le parent. Il ne sera profitable que pour le système qui a payé son éducation. Donc finalement, tu as mis un enfant au monde pour l'offrir en pâture au système capitaliste, prédateur, vicieux, malsain. Et c'est pour ça que je disais hier que les gens ignorent qu'ils sont en guerre.
et qu'on leur a proclamé la guerre, qu'ils le veuillent ou pas, tu es en guerre contre le Mhm. système. Et donc, le parent, si déjà lui, il est perdu, s'il estime que lui, il est perdu, ce qui n'est pas vrai, déjà, il faut comprendre ça, c'est pas vrai. Si tu respires encore, si tu vois encore, si tu peux encore parler, tu n'es pas perdu, chers parents. Donc, si tu estimes donc que tu es perdu, mais tu es en train d'envoyer à la perte ton enfant aussi. Donc, pour un truc gratuit au gouvernement, tu te perds toi-même et tu perds ton enfant. Ton enfant. Tu perds doublement. Et je ne veux pas te dire triplement parce que ça peut aller plus loin. Mhm. D'accord? Donc, pour les parents aujourd'hui, il faut déjà revenir aux fondamentaux. Pourquoi est-ce que je fais un enfant? Pourquoi est-ce que l'enfant, pourquoi est-ce qu'il doit être vivant? Pourquoi est-ce que je transmets la vie? Est-ce que c'est pour servir un système ou bien est-ce que c'est pour servir l'humanité, la vie? Est-ce que c'est pour exprimer la vie? Parce que si tu n'as pas de vision pour ton enfant, déjà, quand tu n'as pas pour toi, est-ce que tu vas avoir pour ton enfant? C'est compliqué. Et si tu ne peux donner que ce que tu as. Donc, si tu ne sais pas établir une vision pour toi, tu ne vas pas savoir le savoir pour ton enfant. C'est Mhm. pour ça que notre technotutor s'utilise le parent d'abord. Le parent d'abord. Parce que tu ne peux pas être aveugle et guider quelqu'un. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être aveugle et tu guides quelqu'un. Donc, moi, je dirais que les parents ils ne dépensent rien. Maintenant, l'enfant est devenu comme, premièrement, une source de revenus. Ça, c'est pour ceux qui sont en Occident. Mais ici, c'est une chose de justification. C'est une chose d'effusion d'émotions mal refoulées, qu'ils n'ont pas reçues de leurs parents. Ils se disent, OK, je vais balancer ça sur mes enfants. Mais en même temps, c'est une source de vengeance aussi parce que ce qu'ils n'ont pas pu faire, ce que leur père leur a fait, leurs parents leur a fait et qu'ils ne peuvent pas rendre à leurs parents, ils le rendent à leurs enfants. Mhm. D'accord? C'est pour ça que je dis que l'enfant devient une effusion d'émotions. Et dernièrement, quand je disais à une maman que ton enfant n'est pas ta propriété privée, elle m'en a voulu, hein, elle m'en veut. Mais ton enfant n'est pas ta propriété privée, mon ami. Mhm. L'enfant n'est pas une propriété privée. La propriété privée, tu peux en faire ce que tu veux, tu la découpes. Est-ce que tu peux découper ton enfant? Tu ne peux pas vendre ton enfant, tu peux pas. Non! Il faut savoir faire la différence. Mais malheureusement, aujourd'hui, les enfants sont devenus comme un exutoire des émotions des parents. Non, il ne faut pas faire ça à mon enfant parce que j'ai trop eu ça quand j'étais jeune. Bon, ok, d'accord. Tu as trop eu ça. Tu es en train de décharger tes émotions sur ton enfant. Il t'a dit qu'il ne veut pas ça. Ouais. J'étais en train de travailler dernièrement avec des voisins ici. Et le voisin est venu avec son fils. Et je prends ma machette, je donne à son fils. Je lui dis, OK, toi, tu n'as pas d'instrument. Tiens, voilà ma machette, moi, je vais travailler avec la pelle. Son père regarde, il lui dit, ne te blesse pas, hein? Ne fais pas ceci, hein? Et fais attention, hein? Je demande au papa là que, attends un peu, quand tu étais comme lui, tu n'allais pas au champ, tu n'allais pas. Il dit, si, j'allais au champ. Tu te blessais au champ? Oui, je me blessais au champ. Et pourquoi tu ne veux pas que ça lui arrive? Mais la vie, c'est comme ça, on apprend de ça. Il dit que non, ça m'a fait trop mal. Mais si ça ne lui fait pas mal, comment est-ce qu'il va apprendre? Comment est-ce qu'il va apprendre des erreurs? Il faut qu'il commette des erreurs pour apprendre. C'est Mhm. là où tous les parents se disent, ah, tu as raison, hein? Mais tous ils Et, font ça et là pareil. aussi, quand même, c'est un point que tu as souligné parce que euh, un parent pourrait dire, OK, on m'a mené au champ, on me tapait aussi. Donc, si je fais l'un, je vais faire l'autre. Un parent va apporter ça comme argument, que si je fais l'un, je dois faire l'autre. Et voici où ta capacité vraiment à discerner est très importante. À discerner ce qui est bien va développer l'enfant à ce qui va plutôt détruire l'enfant. Dans un cas pareil, l'enfant a besoin de ça parce que c'est comme ça qu'il vit, c'est comme ça que le monde fonctionne. Il doit apprendre comment la réalité fonctionne. Mais dans l'autre cas où tu passes ton temps à tabasser l'enfant, ça n'apporte rien à l'enfant, plutôt le contraire, ça détruit plutôt l'enfant. Donc, c'est vraiment important aussi de discerner entre ce qui est bien, ce qui va développer l'enfant et ce qui va détruire l'enfant. Il y a un cas comme ça, Ce l'enfant, qui, ce qui est pour la vie et contre la vie. oui, Exactement.
Non, ce point-là, c'est aussi clair parce qu'un parent va dire, OK, donc si je suis allé au champ, je me blessais, OK, il va aussi aller. Si on me tapait, je dois aussi le taper, donc je vais... Non, non, non. Ne sois pas une marionnette, sois un être humain, développe ton intelligence de telle sorte que tu puisses réfléchir, voir ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Et pareil, j'ai discuté avec une maman hier et elle parlait de, ah, elle a vu Techno Tutor, ça l'intéresse, blablabla. Et elle parlait comment quelque chose qu'elle veut changer, c'est cette maman dictateur-là qu'elle a, elle veut changer cela. Et c'est là qu'elle disait, oui, bon, elle a ça, elle se rend compte que c'est pas bien. Elle aimerait aider ses enfants de telle sorte qu'ils soient autonomes plus tard. Et directement, j'ai dit, ah, ce que tu es en train de faire là est plutôt en train de détruire ce que tu veux développer. Elle dit, pardon? Elle dit qu'en fait, le fait que tu sois dictateur maintenant, si on ne commence pas le plus tôt que possible, tu es en train de détruire en fait ce que tu aimerais développer chez tes enfants. Développer chez les enfants. C'est-à-dire qu'elle dit, mais elle ne comprenait toujours pas. Je dis, ok, imagine que on passe tout le temps à te dire ce que tu dois faire. On passe tout le temps à t'imposer ce que tu dois faire. Est-ce que ça t'aide à développer l'autonomie ou bien ça t'emprisonne plutôt à être complètement un esclave? C'est là qu'elle dit, oh, ce n'est pas ce que je veux. Il dit, ben, c'est ce que tu es en train de créer maintenant. Elle dit, non, 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 c'est pas ça que je veux. Il dit, mais c'est ce que tes actions sont en train de créer maintenant. Mais tu ne t'en rends même pas compte. Mm. Donc, c'est vraiment être capable de discerner ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, voire impossible de le faire par soi-même. Parce que vous êtes aveugle, quel qu'en soit ce que vous faites, vous n'allez pas voir ce qui est autour de vous. Vous avez besoin de quelqu'un qui peut déjà voir ce qui est autour de vous. Et cette personne va vous aider à voir ce que vous-même, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Exactement. Voilà pourquoi dans un cas pareil, J'aime à dire que... Oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. voilà pourquoi dans un cas pareil, c'est extrêmement clé de ne pas dire, OK, je vais tout faire par moi-même, les choses se passent déjà très bien. C'est que déjà, tu ne sais même pas ce que ça veut dire, ça se passe bien. Parce que le standard, en fait, que tu es en train d'utiliser pour classifier que non, les enfants se portent bien, ils avancent bien dans leur apprentissage, c'est un standing extrêmement nul, extrêmement faible et qui ne sert à personne. Merci. Donc, toujours quand un parent me dit non, non, tout se passe très bien avec mes enfants, je dis, ouais, tu dis, mais tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Pire quand le parent utilise les bonnes moyennes de l'école pour justifier ça. Non, non, mon enfant a de bonnes moyennes à l'école, tout se passe très bien. Je dis, attends. L'école, non seulement l'école d'aujourd'hui, il est devenu tellement naze que l'épreuve aujourd'hui qu'on fait en terminale, c'est ce qu'on faisait en sixième il y a de cela 10 ans. Et toi, tu oses me dire que non, utiliser le fait que l'enfant a de bonnes moyennes. Et ce qui est même aussi intéressant, quand ces parents-là disent mon enfant a de bonnes moyennes, ce n'est même pas que l'enfant a de bonnes moyennes, c'est juste que à l'école, on dit que l'enfant travaille bien. Parce que surtout dans le Ah, système en plus. européen, oui, oui, dans le système européen, on ne donne plus de notes à l'enfant, on écrit juste un mot. Et le mot en général, c'est toujours bien, assez bien, pas bien, euh, pourrait mieux faire. Voilà le système, voilà les notes qu'on donne aujourd'hui. Ce qui fait que quand un parent lit ça, on dit pas, pas, pas assez bien. Ok, c'est quand même bien, mais c'est pas assez bien. En fait, ça veut dire que ton enfant est très nul. Donc, il n'utilise même pas le mot nul ou bien médiocre. Non, il n'utilise pas ces mots-là. Ce qui fait qu'un parent, quand il lit ça, il compare cela avec son ancien système où lui-même il a fréquenté. Par conséquent, il est déjà hors sujet. Et il y a beaucoup de parents comme ça que quand les enfants sont encore petits, ils reçoivent ces notes-là bien, assez bien, ainsi de suite. Ils se disent, non, non, ça va bien, mes enfants sont nickel, mais c'est monté, c'est descendu. 2 ans après, ce sont eux qui commencent à pleurer, ils disent que, mais je comprends pas, rien ne va, c'est nanani, nanana. Je dis, OK. Donc, ce qui fait que toi, le parent, tu n'as vraiment aucun standard en ce qui concerne le développement de ton enfant. Parce que déjà, de un, ce que tu utilises pour comparer avec, il n'est pas correct, il est démodé et il ne te sait, il n'est pas correct. Donc ici, la clé, c'est juste de nous rejoindre ce que nous sommes en train de faire. Là, tu es un meilleur standard. Meilleur standard. Là, tu peux voir ce que les autres parents.
Parce que quand je dis toujours que les enfants avec qui nous travaillons, à partir d'il y a de 2 ans et demi, 3 ans, ils savent lire. Beaucoup de personnes, c'est vraiment, c'est parfois vraiment magnifique de voir ça. Où un parent dit, oui, j'ai vu vos vidéos, je suis intéressé, mais bon, juste comme ça, parce que non, mes enfants, ça va très bien, ils sont bons à l'école, nanani, nanana. Je demande toujours, OK, ils ont quel âge? 5 ans, 6 ans, 7 ans. Cool. Elle raconte, elle raconte. Après, je lui dis, OK, les enfants avec qui nous travaillons, elle raconte comment celui de 6 ans, 7 ans maîtrise déjà son alphabet et il veut commencer déjà à faire les syllabes. Je dis, OK, OK, OK. Après, il dit, en fait, ce que nous faisons, c'est à partir de 1 an et demi, l'enfant maîtrise déjà l'alphabet. Et tu pardon? Quoi? Quoi? À partir de 1 an et demi, l'enfant maîtrise déjà l'alphabet. À partir de 2 ans et demi, l'enfant sait déjà lire des mots à 3 jusqu'à 6 lettres. Et à partir de 5 ans, quel qu'en soit ce que tu lui donnes, il est capable de lire et t'expliquer ce qu'il a lu. La maman elle reste juste comme ça, elle ne dit plus rien. Elle ne dit plus. Parce qu'elle se rend compte Je, que je, jamais. il- non, je veux ajouter un truc à ton. Quand un parent dit que son enfant, il est bien à l'école, c'est très dangereux. C'est très dangereux. À l'école, il est bien. C'est très, très dangereux. Plus tu es bon à l'école, tu seras le meilleur esclave demain. Mhm, Le fait que ton enfant est bon à l'école est dangereux pour ton enfant. Non, il a des meilleures notes. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'il est le gars corvéable à souhait mhm, qu'on a besoin demain. On va le prendre, le pitcher dans une chaîne. Bon, ok, voici ton travail. Mais seulement les croustilles ici, là. C'est tout ce que tu as fait. Mais j'avais 25 sur 20 à l'école. C'était bien. C'était pour que tu mettes l'écrou ici. Pour que tu le fasses bien. Quand un enfant est médiocre à l'école, applaudissez-le. mhm. Parce que Ça veut dire si qu'il est tu en train dis de que mon refuser enfant est bon à l'école, l'endoctrinement. Il est en train de oui, il tout a refusé faire pour l'endoctrinement. qu'on ne le rende pas un esclave. Bloqué. Il se bat, il Exactement. combat. Il combat avec force, avec énergie. Donc, quand ton enfant est bon à l'école, c'est dangereux. C'est très dangereux. Parce que c'est un prochain béni, oui, oui. Tu dis oui, pas aller à gauche, il court, aller à droite, il court. Mhm. C'est pas le genre d'enfant là que vous voulez. Le genre d'enfant que nous formons, ce sont des enfants qui sont capables de créer des solutions, capables de réfléchir par eux-mêmes, capables d'être créatifs, d'être inventifs. Quelles que soient les fluctuations que le monde va avoir, il sera capable de détecter les informations, les opportunités et de les attraper. C'est le genre de personnes-là que nous formons. Nous ne formons pas les personnes qu'on va te dire, assieds-toi, mets le bic ici, là. Et écris seulement, écris. Tout ce que tu as à faire, c'est d'appuyer sur la touche ici. Non, c'est pas ça, c'est pas des robots. Nous, on forme des personnes qui vont créer des solutions pour ne plus appauvrir l'Afrique. Mhm. Magnifique. Et sur ces belles paroles, nous pouvons conclure pour aujourd'hui et Yes, on continue la semaine prochaine. yes, yes. Super. Ciao, 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 ciao à tout le monde. Bye bye.